sur le phénotype global des différentes populations lymphocytaires ou monocytaires. C'est un petit peu plus difficile lorsque vous avez des cellules, mais que les cellules sont pas fonctionnelles. Donc c'est intéressant de pouvoir tester. C'est important de pouvoir tester la fonction des cellules dans les déficits immunitaires, mais il y a aussi d'autres applications où c'est intéressant de tester la fonction des cellules. Par exemple, si vous voulez voir l'efficacité d'un vaccin, d'un nouveau traitement, d'une biothérapie, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui reste de la mémoire ou de la fonction des cellules. Donc ça va être aussi un petit peu un catalogue comme le cours d'avant, parce qu'il y a beaucoup de tests fonctionnels. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir avant ma pause café. Donc d'abord, je vais vous parler des tests de lymphocytes, d'activation de lymphocytes. Alors, d'une façon générale, tout ce qu'on va faire sur des activations de lymphocytes, de cellules in vitro, c'est un peu plus compliqué de le faire sur son total, donc le mieux c'est déjà de séparer vos cellules et de faire un Vicol. Donc ça c'est vraiment une technique de base qu'on utilise dans tout ce qui est analyse cellulaire, qu'il faut enseigner aux étudiants. Il faut qu'ils commencent par bien savoir faire un Vicol. Et c'est pas en regardant faire un Vicol qu'on apprend, il faut qu'ils en fassent 10 fois, 20 fois avant de bien comprendre comment faire. Donc, une fois que vous avez vos préparations de vos cellules, vous allez les activer. On va voir qu'il y a plusieurs techniques. Mais une des premières observations qu'on voit quand on stimule des cellules, c'est qu'on a un changement de la morphologie des cellules. Dans les tests très anciens, quand il n'y a pas de cytomètre, un des moyens de voir l'activation des cellules, c'était de voir leur changement de forme au microscope. On trouve exactement le même problème en cytométrie en flux. Donc on a un changement de forme des cellules. Donc ça veut dire qu'on aura un changement déjà juste sur la première image, forward scatter, side scatter, parce que les cellules vont être un peu plus grosses et vont changer de granulation. Et puis après, on peut voir si les cellules montrent des marqueurs d'activation, comme on a déjà un petit peu parlé, comme la présentation de molécules induites par l'activation, le CD40, le ligand, le HLA-DR, le CD19, CD69, pardon, le CD25, il y en a toute une série. On peut voir aussi si ça modifie la fonction métabolique de la cellule avec des fonctions enzymatiques. Et puis on peut voir aussi si la cellule commence à entamer, surtout les lymphocytes, le processus de prolifération, c'est-à-dire qu'elle rentre dans son cycle, phase de synthèse, G2, pour après se multiplier. Alors, le premier test fonctionnel quand on teste des cellules, c'est la viabilité des cellules. Vous essayez de les stimuler, voir si vous regardez si vos cellules sont toujours vivantes. On l'a vu déjà un petit peu hier. Il y a un test qui est très facile. Vous utilisez un marqueur de viabilité, comme iodure de propidium, le 7AAD. Je vais pas le passer. On a un bon retour, on a l'impression que c'est fort de notre côté. Donc vous regardez déjà si vos cellules sont vivantes. Pour regarder si les cellules sont vivantes, c'est très facile. Vous mettez une toute petite goutte de 1 à 2 microlitres, c'est très très sensible. Iodure de propidium dans votre tube, vous passez votre tube cytomètre, vous voyez vos cellules, ensuite vous rajoutez de l'iodure de propidium, c'est quasiment instantané, vous les repassez au cytomètre, et vous voyez les cellules qui deviennent positives, c'est des cellules qui, dans la membrane est abîmée, l'iodure de propidium est rentrée, et elle colore le noyau. Par exemple, vous avez un exemple ici, de marquage de l'iodure de propidium. Vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de marquage du tout dans ce cas-là. On a nos cellules. Alors, comment on travaille sur du Vicol? On n'a pas toutes les populations qu'on a vues jusqu'à maintenant. On n'a pas les pôles nucléaires qui disparaissent, on n'a pas de globules rouges. On a en général qu'une ou deux populations, les lymphocytes et les monocytes, les cellules mononucléées. C'est pour ça qu'on parle de PPMC, les cellules mononucléées dans son périphérique. Et donc, vous voyez très facilement une déviation, une augmentation du signal de l'iodure de propidium pour les cellules mortes, qu'on peut facilement compter, qu'on peut aussi éliminer. Après, vous
Si vous voulez regarder les marquages que des cellules vivantes, regardez sur les cellules qui sont marquées avec l'iodure de propidium. Alors, il y a plusieurs marqueurs de viabilité cellulaire. Comme je l'ai dit, le plus connu c'est l'iodure de propidium, c'est écrit en anglais. Il y a le 7-AAD qui est également l'équivalent du iodure de propidium qui est un petit peu moins toxique. C'est des produits que vous pouvez acheter très facilement et qui durent très longtemps, qui ne coûtent pas cher, c'est très facile à utiliser. Il y a d'autres marqueurs qui sont également utilisés, mais qui ne sont pas très pratiques pour la cytométrie en flux parce qu'ils utilisent plutôt des lasers violets qu'on a de moins en moins sur les appareils, sauf sur les 3 lasers, mais ce n'est pas le vrai laser ultraviolet. C'est des marquages qui peuvent être aussi utilisés en microscopie à fluorescence classique, en microscopie confocale, avec le même raisonnement que pour la cytométrie en flux, de gestion de la fluorescence. Donc, les tests de viabilité, c'est très facile à faire, ça peut être fait sur n'importe quel type de cellule, et ça marche également pour des bactéries, par exemple. C'est utilisé pour, comme je disais, pour améliorer le nombre de cellules mortes, mais aussi, si vous voulez faire des tests, pour éliminer les cellules mortes sur lesquelles on a beaucoup de marquages non spécifiques. Ça peut être également utilisé si vous voulez essayer de faire un test de toxicité. Par exemple, vous voulez voir si des cellules NK sont toujours cytotoxiques. Vous mettez des cellules NK avec des cellules cibles. La cellule cible très connue qui est utilisée dans ces tests, c'est une lignée Cas562. Si la cellule NK est très active, elle va détruire les K562 et vous allez avoir une mortalité cellulaire importante. D'accord ? Mais c'est un petit peu ce qu'on a discuté hier, c'est très difficile de voir une disparition, de voir une négativation des cellules en cytométrie. Là, c'est un exemple de test de l'iodure de propidium sur des bactéries. C'est très facile. C'est une étudiante qui avait voir des légionnaires qu'elle a pris dans l'eau des hôpitaux. Là, on récupère dans l'eau chaude des hôpitaux les légionnaires. Et elle voulait voir quelles étaient les meilleures conditions pour supprimer les légionnaires dans les circuits d'eau. Dans les hôtels, dans tous les airs conditionnés, beaucoup de légionnaires qui peuvent donner des épidémies de pneumonie très graves. Vous voyez là que c'est un marquage qu'elle regarde au microscope. Elle utilise 2 marqueurs. Il y a un marqueur qui est perméant, qui pénètre dans toutes les cellules vivantes ou mortes, parce qu'il arrive à passer à travers la membrane. Et il va marquer les noyaux en vert. D'accord ? Et ensuite, elle a utilisé de l'iodure de propidium, pardon pour les fautes de frappe. Et l'iodure de propidium va marquer que les cellules mortes. Et là, vous voyez très bien au microscope, vous voyez très bien les cellules, les bactéries qui sont vertes, qui sont vivantes, et les bactéries qui sont rouges, c'est celles qui sont mortes. D'accord ? Comme l'iodure de propidium est une très forte fluorescence, elle est prépondérante. Et vous le voyez, la même chose en cytométrie en flux. Les cellules vertes qu'on a colorées pour qu'elles ressemblent à l'image, vous mettez la couleur que vous voulez, hein. On a vu hier que c'est à vous de choisir les couleurs. Les cellules vivantes, les bactéries vivantes sont vertes, les bactéries mortes sont rouges, et si on chauffe les bactéries 1 heure à 70 degrés, elle a fait toute une série de températures et elle a vu que pour inactiver les bactéries, il fallait chauffer pendant 1 heure à 70 degrés. Vous voyez que toutes les bactéries sont mortes. D'accord ? Alors c'est exactement pareil comme pour les cellules de lymphocytes. La seule différence, c'est que les bactéries sont très petites et on est dans le problème des microparticules. Mais sinon, c'est exactement la même technique. Bon, le deuxième test fonctionnel qu'on peut faire en cytométrie en flux, c'est l'analyse de l'induction de l'apoptose dans les cellules. Alors l'apoptose, il y a 2 mécanismes précoces dans la pensée active. D'une part, l'ADN des noyaux commence à se casser, à se fragmenter. D'accord ? Donc la quantité d'ADN dans le noyau qui est détectable va diminuer par rapport à la quantité totale qu'on a l'habitude de voir sur les cellules normales du sang. Et ensuite, vous allez avoir un retournement, ce qu'on appelle le flip-flop de la membrane. Je ne sais pas la membrane va se retourner.
et on va avoir une exposition des phosphatidyles qui sont normalement à l'intérieur de la cellule, qui vont venir qui vont être présentes à la surface de la cellule. Et cette phosphatidyle peut approcher un produit qui s'appelle l'annexine 5, qui existe dans le commerce, couplé à un conjugué. Et donc on peut marquer les cellules qui sont en début d'apoptose avec de l'annexine 5. Alors, je vous ai parlé hier de l'analyse du cycle cellulaire. Vous avez des cellules qui sont en phase G0, qui ont une quantité normale d'ADN. D'accord ? Elles vont commencer un cycle cellulaire, elles vont augmenter leur quantité d'ADN jusqu'à avoir exactement le double d'ADN pour pouvoir faire 2 noyaux qui vont être distribués pour les cellules filles. Donc là, vous avez l'image de cycle cellulaire qu'on analyse en cytométrie en flux, qui est relativement facile à avoir. Vous mettez de l'iodure propidium ou un marqueur nucléaire sur des cellules qu'on perméabilise ou sur les noyaux. Et là, vous avez les cellules qu'on a habituellement en phase G01 qui ont une quantité très précise d'ADN. D'accord ? Vous voyez aussi qu'il y a des cellules qui sont prêtes à être divisées, qui ont exactement le double d'ADN. D'accord ? Et pour bien voir que c'est le double, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on utilise une échelle linéaire. D'accord ? C'est plus logarithmique comme on vous a montré ce matin hier. Donc vous voyez qu'on voit très bien les cellules qui sont en phase G0 ou G1, qui ont une quantité d'ADN. On voit les cellules qui ont exactement le double, et on voit les cellules qui sont entre les deux, qui sont en train de reproduire leur ADN. Comme ça, vous pouvez calculer quelle est la proportion de cellules qui est en phase G2 et la proportion de cellules qui est en phase S. D'accord ? Et là, sur cette image, vous pouvez également voir qu'il y a des cellules qui ont perdu une partie de leur ADN. D'accord ? C'est des cellules qui sont en apoptose. Vous pouvez faire exactement la même chose avec l'annexine. Si vous faites un marquage avec un annexine qui est couplé avec de la PE, donc vous avez des cellules qui sont vivantes, qui n'ont aucun marquage, des cellules qui marquent l'annexine, d'accord ? C'est un joli marquage, oui, qui est assez facile à faire, et des cellules qui ont l'annexine, mais qui ont aussi perméabilisation de la membrane, donc qui sont déjà mortes, elles seront marquées par de l'annexine et par l'iodure de propidium. Donc en général, on utilise les deux marqueurs en même temps. D'accord ? Juste une petite précaution technique quand on utilise de l'annexine. Le marquage de l'annexine est très dépendant du calcium et du magnésium. Il faut qu'il y ait des ions, des cations, donc positifs. Donc il faut faire attention. C'est en principe, quand on fait le marquage à l'annexine, ils fournissent un tampon riche en calcium et magnésium. Vous ne pouvez pas bidouiller votre test en rajoutant simplement l'annexine. Très souvent, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut rajouter une bonne quantité de calcium et de magnésium. Alors, il y a d'autres tests de viabilité cellulaire qui sont un petit peu plus précoces, un peu plus subtils. C'est de voir l'activité enzymatique des cellules. Alors, pareil, c'est un petit peu général, c'est pas spécifique aux lymphocytes. Les activités dont on a un petit peu déjà parlé, c'est la chaîne oxydative, l'activité des enzymes, dans les mitochondries notamment, l'activité des glutathions et puis la polarité des membranes. Alors, dans les mitochondries, vous avez une activité enzymatique permanente de production de NADPH, de production de l'énergie, avec consommation de H+, d'accord, qui va produire de glutathion, et qui va avoir aussi il y a un système de réduction pour utilisation des radicaux libres. Il y a des réactifs qui sont disponibles, qui coûtent pas très cher, qui vous permettent de mesurer cette activité enzymatique. Il y en a un qui s'appelle le Vitabraille par exemple, qui n'est pas fluorescent, qui rentre dans les cellules, et qui devient fluorescent uniquement si on a une activité qui est active dans la cellule. Et donc vous pouvez avoir une augmentation de fluorescence de ces marqueurs en fonction de la viabilité de vos cellules. Vous avez aussi des autres marqueurs qui analysent la production des radicaux libres oxygénés à différents niveaux. Et il y a des kits
qui sont tout près, qui vous permettent d'analyser directement cette activité, soit la production de superoxyde ou la production des lésions, des radicaux libres HO- ou HO+. Donc il y a le marquage des CFH et, comme on a dit tout à l'heure, la dihydrorotaline, qui sont relativement assez simples à mettre en place. Donc il y a toute une série on en a parlé un petit peu hier, il y a toute une série de réactifs purement biochimiques, ce n'est pas des anticorps, qu'on peut utiliser pour mesurer l'activité métabolique des cellules. Et les biochimistes les connaissent très bien, ces réactifs, pour voir des activités soit des mitochondries, soit des différents métabolismes, des glucides ou des radicaux libres. Il y a des marqueurs qui marquent la polarité des mitochondries. Donc, il y a par exemple le TMRE qui devient fluorescent de façon proportionnelle à l'activité des mitochondries. Donc il y a tout un catalogue, je vous en ai parlé hier, qui est intéressant à analyser et à tester. On revient maintenant à l'activation spécifique de lymphocytes dans le cadre d'une réponse immunitaire, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de dépistage de déficit immunitaire ou bien dans le cadre d'analyse d'une réponse immunitaire spécifique, donc, par exemple la diagnostic de la tuberculose ou la diagnostic d'une infection précise, ou bien dans le cadre de tests de vaccins. Si vous regardez des lymphocytes, vous vous rappelez ce qu'on a fait hier, on sélectionne les lymphocytes en général, on sélectionne les lymphocytes T qui expriment du CD3, on sépare les lymphocytes T, CD4, CD8, j'ai utilisé les mêmes couleurs. Vous avez en bleu les lymphocytes T, CD8, en rouge les lymphocytes T, CD4. Vous voyez que là j'ai utilisé des graphes avec des courbes de niveau pour pouvoir mieux différencier les petites populations. Et je vais regarder, on vous a parlé tout à l'heure de l'HLA-DR, du CD40 ligand comme marqueur d'activation. J'ai utilisé le CD25 qui est le récepteur qui est une des chaînes du récepteur de l'interleukine 2. Normalement, sur des lymphocytes T, CD8, vous exprimez pas de CD25, vous voyez qu'on n'a rien ici. Sur les lymphocytes T, CD4, il y a une petite population qui exprime toujours du CD25, c'est les T régulateurs. D'accord ? C'est le 2 ou 3% des lymphocytes. Donc ça, c'est des lymphocytes qui ne sont pas activés, qui expriment un petit peu CD25 sur CD4, qui n'expriment pas de CD25 sur CD8. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser ça comme contrôle interne pour mettre notre barre de positivité. On sait qu'il n'y en a pas sur CD8, on sait qu'il y en a sur les CD4. Si j'active mes lymphocytes, je peux avoir une expression, une induction d'expression de CD25 sur les CD4 et sur les CD8. Et vous voyez qu'on peut avoir une très forte induction de CD25 aussi bien sur les deux populations. D'accord ? Donc ça, c'est une très forte stimulation parce que j'ai utilisé un stimulant non spécifique qui stimule tous les lymphocytes. D'accord ? Donc ils sont pratiquement tous, vous voyez qu'il y en a qui sont encore réfractaires, qui ne sont pas stimulés pour différentes raisons, parce qu'ils sont en phase réfractaire, parce qu'ils sont en phase de cycle, etc. Donc c'est jamais à 100%, on peut avoir des très bons positifs. D'accord ? Donc chaque fois que vous voulez d'abord tester un test d'activation des lymphocytes, il faut commencer par un test positif. Donc vous prenez chaque fois un tube de cellules qui ne sont pas activées pour le test négatif, un tube de cellules qui sont activées par un marqueur, par un stimulant non spécifique. On en a parlé un petit peu, des stimulants non spécifiques, il y a la PMA-iodomycine, qui est un très très fort stimulant que j'aime pas trop parce que c'est vraiment de la torture. Et vous savez que sous la torture, on peut faire dire n'importe quoi aux gens. Donc il faut l'utiliser quand même avec parcimonie. Il y a des stimulants qui sont un petit peu moins forts comme la PMA. Pareil, c'est un produit chimique qu'on trouve dans les catalogues et qui ne coûte pas cher, qui dure longtemps, donc qui marche très bien. Et puis sinon, il y a un stimulant qui marche très bien pour les lymphocytes T, c'est un anticorps anti-CD3 non marqué, qui pareil, ne coûte pas très cher, vous en mettez très peu et vous avez une très bonne stimulation de lymphocytes. Et vous pouvez après assez facilement mesurer
quelle est la proportion de TCD4, quelle est la proportion de TCD8 qui est stimulée. Alors comment on fait? Le protocole est assez simple. Vous avez votre sang total, vous préparez, comme je vous ai dit, vous faites un ficol pour avoir vos PBMC, vous faites des lavages, vous comptez vos cellules pour pouvoir être toujours dans les mêmes conditions de stimulation. Vous stimulez vos cellules avec un contrôle négatif, un contrôle positif et des antigènes que vous voulez tester. D'accord? Sachant que si vous testez un antigène spécifique, comme la tuberculine, comme le tétanos, tout le monde doit répondre au tétanos, que on est tous vaccinés normalement. Donc c'est un bon contrôle positif. Puis vous pouvez tester votre vaccin ou votre antigène spécifique. Si vous utilisez, stimulez un antigène très spécifique, ça va stimuler que 1% ou 0,1% de vos lymphocytes. Parce que les lymphocytes, ils ont tous des spécificités différentes. Donc là, vous n'aurez pas une réponse aussi forte que le stimulant principal non spécifique. Vous incubez vos cellules avec les stimulants à 37 degrés dans un incubateur avec du CO2 pendant 18 heures, 24 heures, 48 heures. Et vous allez simplement après mesurer l'activation de vos cellules. Pour mesurer l'activation de cellules, c'est mieux de les laver un petit peu avant de faire votre marquage. Vous faites votre marquage, CD3, CD4, CD8, CD25 ou CD69, ou CD, voir après HADR. Vous lavez pour avoir une bonne séparation de positif et négatif, vous passez au cytomètre. Alors faites attention parce que l'activation trop forte peut tuer les cellules, donc il ne faut pas taper trop fort dessus parce que vos cellules activées peuvent être mortes et donc à ce moment-là vous voyez plus d'activation. Il y a une cinétique de production des marqueurs d'activation qui est différente en fonction du marqueur. Et là, je vous montre des résultats qui ont été faits sur la souris. Sur la souris, avec un système qui est complètement artificiel, on a isolé des cellules dendritiques, on a mis l'antigène dessus, et après on a rajouté des lymphocytes dessus. Donc c'est une simulation, c'était des lymphocytes monoclonaux, parce que c'est une souris transgénique. Donc la stimulation était très forte, mais c'est juste pour vous montrer c'est très artificiel, c'est juste pour montrer la cinétique. Le premier marqueur d'activation qui apparaît sur la surface des lymphocytes, c'est le CD69, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. CD69, il commence à monter très vite. Au bout de 6 heures, 8 heures, on commence déjà à avoir une activation. D'accord? Donc c'est un marqueur qui est très précoce. Si vous voulez faire une stimulation pendant une nuit, 18 heures, 24 heures, c'est bien de regarder le CD69 parce qu'il apparaît très vite. Si vous regardez le CD25, dont je vous ai parlé, le récepteur d'interleukine 2, la production est plus tardive, elle commence à monter à 24 heures, 48 heures, et après elle diminue. Donc si vous regardez à 24 heures, 48 heures, il vaut mieux regarder du CD25, du HADR. Et par exemple ici, on a fait toujours pareil dans notre système très artificiel, on a regardé la cinétique d'activation. Vous voyez que là on a une stimulation avec du CD3, CD28. On a une stimulation de nos cellules. Au temps zéro, on n'a quasiment pas d'expression des 109 et pas d'expression de CD25, à part les tirets. Au bout de 2 heures de stimulation, on commence déjà à avoir une expression de CD69, vous voyez. Au bout de 4 heures de stimulation, on a du CD69 et du CD25. Et au bout de 24 heures de stimulation, on a une très jolie expression de CD69 et de CD25. Et on commence à avoir des cellules qui expriment le CD25 seul. Sur du sang total chez l'homme, c'est un petit peu plus lent parce que je vous dis, là on est vraiment dans des conditions un petit peu artificielles. Donc pour l'activation des lymphocytes T, vous vous rappelez qu'il nous faut absolument une cellule présentatrice avec nos lymphocytes T. Donc les PBMC c'est très bien parce qu'on a les monocytes qui contiennent aussi des cellules dendritiques qui ont les lymphocytes T. Il faut qu'on ait un peptide. Le peptide doit rentrer dans la cellule présentatrice, il doit être présenté sur la molécule MHC. Donc ça peut demander un petit peu de délai. Sauf si vous mettez directement le peptide, si vous mettez un antigène complet. Et les vaccins qu'on utilise pour vacciner les gens sont des très bonnes préparations d'antigènes pour stimuler vos cellules. Il faut également des cellules accessoires. Donc vous avez le récepteur T qui va reconnaître le peptide. Vous avez le complexe CD3 qui est nécessaire pour transmettre le signal
du récepteur T à l'intérieur du lymphocyte et transmettre l'activation. On a besoin de CD4 ou de CD8 pour aller se fixer sur les molécules présentatrices et augmenter l'affinité de présentation. Ensuite, on a une internalisation du complexe C3 et TCR. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Hein. Quand on active un lymphocyte dans la période très précoce, le récepteur qui a été activé par l'antigène va rentrer dans la cellule. D'accord ? Comme après, on va marquer nos lymphocytes avec du CD3 pour les identifier. Faire attention parce que les cellules qui viennent juste d'être activées n'ont plus de CD3 à leur surface. Ou le CD3 va beaucoup diminuer. Ok, comme vous aviez aussi qu'il y avait d'autres molécules de co-stimulation qui sont impliquées dans la synapse d'activation. Il y a le CD28 qui va se lier au CD80, CD86. Et il y en a beaucoup d'autres, il y a des molécules d'adhésion aussi. Et ça peut être une aide pour stimuler les lymphocytes. Ensuite, vous avez une induction de récepteurs d'interleukine 2, une production d'interleukine 2. L'interleukine 2 qui est produite va pouvoir se fixer sur le récepteur. Ça va faire une boucle d'amplification. Après, ça va continuer la stimulation d'un lymphocyte pour qu'il arrive à un niveau de stimulation suffisant pour rentrer dans le cycle de prolifération, de multiplication, pour former des lymphocytes mémoire. Alors, donc la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que dans les périodes très précoces, on a une diminution de l'expression du TCR et du CD3 sur surface de lymphocyte T. Donc, vous pouvez assez facilement mesurer l'activation de vos lymphocytes. Pour aller un petit peu plus loin, c'est intéressant de voir comment les lymphocytes vont être activés, qu'est-ce qu'ils vont produire comme cytokines, est-ce qu'ils vont être plutôt TH1, TH2, plutôt cytotoxiques, etc. Donc on peut essayer de mesurer les cytokines qu'ils vont produire au cours de leur activation. Alors il y a des cytokines évidentes, hein, comme toutes les cytokines de famille de l'interleukine 2 qui vont être produites, et puis aussi il va produire plutôt de l'interféron, TNF, s'il va être cytotoxique, plutôt IL4, IL5, etc., IL13, s'il est plutôt TH2, plutôt du côté de promotion de production d'immunoglobulines ou d'allergie. Donc, si c'est possible de mesurer ça, vous stimulez vos cellules et vous pouvez mesurer dans son agent la production de cytokines par un ELISA tout bête, mais vous ne saurez pas quelles sont les cellules qui ont produit. Une façon très élégante de le faire, c'est de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule qui est activée. Pour ça, on va endormir notre cellule, on va utiliser un curare en paralysant notre cellule. Donc notre cellule il ne faut pas être trop paralysante parce qu'elle va mourir, mais si on dose bien, notre cellule va être activée, elle va produire des cytokines, mais les cytokines, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure dans les déficits immunitaires, les cytokines, elles vont bloquer, les cytokines qui vont être produites vont rester bloquées au niveau des systèmes de Golgi, et ne vont pas pouvoir passer dans les différents systèmes de maturation pour être excrétées. Donc elles vont s'accumuler à l'intérieur de la cellule, et on va pouvoir les détecter à l'intérieur de la cellule. Alors pour les détecter à l'intérieur de la cellule, donc la stimulation se fait avec un paralysant de notre cellule, hein, qui sont des paralysants des systèmes de Golgi. Il y a la monenzime, la brufénina, qu'on rajoute juste dans le milieu de stimulation. Et ensuite, on va faire notre marquage de cellules, on va faire un marquage de membrane, c'est les 3, c'est les 4, les 8 et les 25, ce que vous voulez. D'accord ? On va fixer notre cellule pour que ça ne bouge plus, et on va aller regarder à l'intérieur de la cellule s'il y a la production de cytokines. Donc on fait notre marquage de membrane, on va laver, on fixe nos cellules pour pas qu'elles s'abîment, on va faire des trous dans la membrane avec un détergent, donc on va enlever les liquides de membrane, on va faire un détergent, pour que les anticorps puissent rentrer dans la cellule, et on va faire un marquage avec des molécules, avec des anticorps contre les cytokines que vous voulez détecter. Ça marche très bien pour l'interleukine 2, l'interféron, TNF. Pour l'interleukine 4, l'interleukine 5, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a une très faible quantité de cytokine qui est produite. Et par exemple ici, donc, vous avez un test de stimulation de lymphocytes. Vous voyez, on a à peu près la même image que tout à l'heure. On a des lymphocytes TCD4, CD8, TCD4 avec un outil régulateur, là, normalement, sur les lymphocytes qui sont non stimulés. Dès qu'on stimule avec un stimulant non spécifique comme la PHA,
la phytohémagglutinin. On a une stimulation très forte des lymphocytes TCD4. On a une stimulation un petit peu plus lente des TCD8. Et si on attend 48 heures, on a une stimulation beaucoup plus forte évidemment. Et on peut avoir une induction de cytokines. C'est des cellules qui sont non stimulées. On n'a pas de production d'interleukine 2, on n'a pas de production d'interféron. Si on stimule 24 heures, on peut avoir une production dans des conditions, je crois que c'est, je ne me rappelle plus si c'est 24 heures ou 48 heures, on peut avoir une production d'interféron et une production d'interleukine 2 et une production des deux cytokines. D'accord ? Vous voyez que c'est peanut, c'est des productions très faibles quand même, c'est des taux très bas. Alors, il y a des alternatives qui ne sont pas de la cytométrie en flux, c'est l'ELISpot. Je vais juste vous en présenter très rapidement le principe. C'est assez facile à faire, c'est un mélange d'ELISA avec la stimulation de cellules. Vous prenez une plaque d'ELISA stérile, vous mettez des anticorps en bas sur le fond de votre plaque, des anticorps qui vont reconnaître une cytokine, l'interleukine 2, l'interféron, etc. Donc vous avez votre plaque ELISA qui est cotée avec des anticorps de capture. Vous mettez vos cellules vivantes, les lymphocytes et les macrophages, les cellules dendritiques. Vous mettez l'antigène va présenter à la cellule. La cellule dendritique va stimuler les lymphocytes. Et les lymphocytes qui vont être stimulés vont produire des cytokines. Et les cytokines vont être tout de suite capturées par les anticorps qui sont au fond de la plaque. D'accord ? Et ensuite, vous lavez vos cellules. Les cytokines, elles sont attrapées au fond de la plaque. Vous faites comme pour une immunohistologie. Vous mettez un anticorps secondaire qui est couplé à un enzyme. D'accord ? Ce n'est pas l'enzyme des ELISA, parce que l'enzyme des ELISA, ça va donner une couleur qui est soluble. Il faut prendre l'enzyme qu'on utilise en immunohistologie, où la couleur qu'on va mettre va précipiter au fond de la plaque. Et chaque fois que vous avez une cellule qui a fait une tache sur la moquette, pour les étudiants en médecine, je dis que c'est la cellule qui a fait pipi sur la moquette, on va regarder les traces sur la moquette. Donc chaque fois que vous avez une cellule qui a produit des cytokines, on va avoir une tache au fond du puits qu'on peut révéler par l'immunohistologie. Et donc on peut compter les cellules. Alors si vous êtes étudiant et vous avez du temps, vous comptez les cellules une par une au microscope. C'est une plaque de 86 plis, donc c'est assez long. Maintenant, il existe des outils d'analyse d'images qui vous comptent vos cellules. Vous voyez qu'il y a des grosses taches, des petites taches. Quelquefois, on voit que la cellule a bougé, on voit une tache qui traîne. Mais en principe, on peut assez bien calculer le nombre de cellules qui a produit des cytokines. Et ça peut être très très sensible, parce que si vous mettez 100 000 cellules par puits sur une plaque qui a 100 puits, vous arrivez à détecter une ou deux cellules parmi 10 millions de lymphocytes qui ont produit une cytokine. D'accord ? C'est très sensible, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus pas compliqué, mais beaucoup plus lourd à faire que la cytométrie en flux, mais on arrive à des sensibilités très, très importantes. Et il existe des kits qui peuvent vous vendre des plaques déjà toutes prêtes, qui ont déjà coté avec les différentes cytokines, qui vous les tester avec les anticorps secondaires. Alors, le problème des cliniciens, surtout les pédiatres, ils me disent oui, mais vous nous montrez que notre lymphocyte est capable de s'activer, mais on n'est pas sûr qu'il est capable de s'activer suffisamment pour rentrer dans le cycle, pour se multiplier, pour devenir une immunité mémoire. Donc ils tiennent encore beaucoup à ce qu'on montre que nos lymphocytes sont capables d'aller jusqu'au bout. Donc on est obligé de regarder un petit peu les tests de prolifération. Et classiquement, historiquement, on faisait l'incorporation de la thymidine radioactive qui va se mettre dans l'ADN que la cellule construit, et on peut mesurer la quantité de radioactivité globalement dans nos cellules pour voir si elles se prolifèrent. On a des outils en cytométrie qui nous permettent de voir la prolifération, comme on a vu. Alors il y a le CFSE, comme on a vu hier, qui vous montre la division cellulaire. On peut montrer aussi que les cellules sont rentrées dans le cycle
Donc là, vous voyez une cellule qui est non stimulée. On voit surtout des cellules en phase G0, G1 qui sont en repos. Il y a très peu de cellules qui